Dimanche 9 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les informations de ce jour, les enquêtes pour la recherche des auteurs de feux de forêt, notamment celles incluses dans les zones protégées de Madagascar, ont déjà débuté selon la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Elle a également souligné qu'il est de l'entière responsabilité des gestionnaires des aires protégées de protéger leurs zones de gestion et voir tous les moyens possibles pour cette gestion, pour que cette gestion soit efficace. Une table ronde a eu lieu entre le ministère, les techniciens et les gestionnaires des parcs en fin de semaine afin d'améliorer la gestion de ces aires. Anniana Martina nous en dit plus. Il a été discuté durant cette rencontre du ministère de l'Environnement et du Développement durable et les gestionnaires des parcs et aires protégées de Madagascar les divers problèmes et pressions auxquels font face les aires protégées dans le pays, notamment les feux de brousse et les problèmes liés à l'environnement qui créent de sérieux dégâts dans les aires protégées. Parmi les stratégies qui ont été utilisées pour garantir la réussite de la lutte contre les feux, le renforcement des collaborations selon la ministre. Il est du devoir des gestionnaires des parcs et des aires protégées de voir tous les moyens possibles pour que cela soit efficace selon les explications. L'État n'aura aucune tolérance à l'égard des auteurs de ces incendies, selon toujours la ministre. Les enquêtes sont déjà en cours concernant ces feux de brousse qui se sont succédés récemment dans les aires protégées de Madagascar selon les explications. Rappelons que Madagascar possède 129 aires protégées ayant une superficie de 7 099 000 hectares. L'existence de petites entreprises est un moyen pour développer les districts à travers la promotion des produits locaux qui y sont transformés. C'est le cas de l'entreprise CDIM dans le district de Betaf qui transforme les sojas en huile et en aliments pour les animaux. L'État appuie ces entreprises à travers le projet CASEF financé par la Banque mondiale sous la houlette du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Reportage d'Anzara Razonarville. Il est tout à fait possible de développer un district à travers la transformation des produits locaux. Pour le district de Betaf, une entreprise transforme du soja en huile alimentaire et en tourteau pour nourrir les animaux. À noter que le soja est un produit typique de la région Vaknakarach. L'entreprise et les paysans se complètent car ces derniers les approvisionnent en matières premières. Par ailleurs, l'équipement reste encore un problème et elles ne peuvent donc pas produire en grande quantité. Raison pour laquelle l'État, à travers le projet CASEF, financé par la Banque mondiale, appuie cette entreprise en lui octroyant du matériel ainsi que divers équipements. Un appui sous la houlette du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'entreprise produit ainsi 5 600 litres d'huile par semaine et 35 200 litres par mois. Elle produit également 20 tonnes de tourteaux de soja par mois. Néanmoins, cette production n'est pas encore suffisante pour les besoins de la région Vaknakarach. La mise en place de telles petites entreprises garantit le développement économique de ces collectivités de base. Elle entre également dans le cadre de la réalisation du Vélin du président de la République de Madagascar, qui est la production et la transformation des produits locaux à travers le projet ODOF, One District, One Factory. Dans l'actualité sociale, l'installation d'éclairage public dans toutes les communes et les districts de Madagascar se poursuit par le biais du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Outre la mise en place des infrastructures de production d'énergie à grande échelle, parmi les stratégies initiées figure la distribution des lampadaires solaires pour éclairer les ruelles des quartiers. Cette semaine, c'était le tour de la région Sava d'en bénéficier. Un reportage d'Anniana Martina. Ils servent d'ornement et apportent de la lumière, mais surtout ils garantissent également la sécurité. Ces lampadaires solaires installés un peu partout pour éclairer les ruelles et les quartiers qui n'ont pas pu en avoir depuis toujours. C'est la commune rurale de Sambave, dans la région Sava, qui a bénéficié d'éclairage public cette semaine par le biais de l'équipe du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures afin de réaliser le deuxième Vélin du président Anjradzuiden. Cela prouve que le district de Sambave n'a pas été oublié car le développement commence à se faire sentir dans ces communes, selon le maire de Sambave. La distribution des lampadaires Cobra s'est poursuivie dans la commune d'Antala, qui en a reçu 75. Ce sont les Fukuntan qui n'ont pas pu bénéficier d'électricité qui ont été priorisés selon les explications.
La gendarmerie nationale a bénéficié d'un nouveau poste fixe dans la commune d'Ambansena, dans le district de Manzakanjin. Cette infrastructure qui vise la mise en place d'une sécurité pérenne dans toute la commune d'Ambansena a été inaugurée hier. Ce poste fixe d'Ambouibéas n'a vu le jour grâce à la coopération entre la gendarmerie nationale et des personnes de bonne volonté. Reportage. Outre la restauration de la sécurité dans les villes qui longent la route nationale numéro 2, 9 Fukuntan dans la commune d'Ambansena-Mazakanjin ont bénéficié de protections particulières suite à la construction d'un nouveau poste fixe de la gendarmerie nationale, notamment les Fukuntand, d'Antuftand, Akadendu, Tsaradid, Ambatulampkel, Swaven, Ambatukil, Ambouimifangich, Ambouibéas et Ambansena. Ambouibéas est le fief des voleurs de zébus, raison pour laquelle ce poste fixe a été construit dans ce Fukuntand. Un poste fixe qui a vu le jour grâce à la coopération de la gendarmerie nationale et des personnes de bonne volonté. Ainsi, ce poste fixe qui a été inauguré hier servira également de poste d'urgence sur la route nationale numéro 2 et les gendarmes pourront intervenir directement en cas d'accident. Dans un tout autre sujet, toujours dans la page sociale, une cérémonie de remise officielle de matériel informatique a eu lieu vendredi dernier au ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à Mbuzatu-Ambundi. Cette remise des matériels symbolise la forte coopération entre le ministère de l'eau et l'UNICEF. Ces matériels fournis sont également nécessaires pour le travail quotidien des agents du ministère au niveau central et auprès des régions Analanzrouf, Anjoy, Ano, Siboué, Ansimondjefan et Atsinanan. Plus d'explications. Non, c'est une remise du matériel informatique au ministère de l'eau et de l'assainissement en appui à tout ce qu'on travaille dans le domaine du suivi et évaluation qui est capital pour le secteur de l'eau, et le ministère s'est vraiment engagé à beaucoup améliorer ce secteur et ce domaine, et l'UNICEF par cette remise symbolique souhaite appuyer ce département et l'ensemble du ministère. Ça fait suite aussi à une remise d'autres équipements informatiques il y a quelques mois, mais l'UNICEF se met vraiment en ligne avec la vision du ministère, et dans ce sens-là de continuer à ce que le ministère soit un ministère aussi performant que possible, et qu'on puisse atteindre les objectifs de développement durable, mais pouvoir les montrer à la fin, donc à l'échéance des ODD. Et je pense que ces types d'équipements sont nécessaires pour le travail de tous les jours, mais aussi en termes de comptabilité et de redevabilité vers les bénéficiaires dont nous sommes. Donc voilà, c'est juste à ce propos que l'UNICEF aujourd'hui remet en ce matériel-là au ministère, et espérant donc pouvoir faire plus dans les mois et les années qui viennent dans le même cadre de coopération et de plan de travail entre l'UNICEF et le ministère. Et l'ambassade de Japon a fait don de 2 camions pompiers recyclés à la commune urbaine d'Antananarivo. La remise officielle de ces camions s'est tenue jeudi dernier à l'hôtel de ville Analanquil. Le corps des sapeurs-pompiers a pour tâche majeure au sein de la commune urbaine d'Antananarivo de protéger les habitants et leurs biens face aux aléas climatiques et aux incendies. Afin qu'ils puissent accomplir pleinement leur mission dans les délais et avec succès, ils doivent avoir les moyens adéquats. Une raison pour laquelle l'ambassade de Japon à Madagascar a fait don de ces camions pompiers aux sapeurs-pompiers de la commune urbaine d'Antananarivo. En outre, l'ambassade de Japon et la CUA coopèrent dans divers domaines, notamment la réhabilitation de la bibliothèque municipale Analanquil. Pour terminer cette page des informations locales, 3 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés dans la semaine du 1er au 7 octobre 2022 selon les statistiques publiées par le ministère de la Santé publique aujourd'hui. Ces 3 cas ont été identifiés dans la région Analamang. Cette semaine, aucun malade n'a présenté de forme grave et aucun décès n'a été recensé. Dans les informations internationales de ce soir, la destruction partielle du pont de Crimée, symbole de l'annexion de la péninsule et infrastructure essentielle à l'approvisionnement de l'armée russe en Ukraine, couronne une série d'humiliations pour la Russie de Vladimir Poutine. Les détails avec France 24. À l'approche du pont de Crimée, des centaines de voitures bloquées dans les embouteillages. Certains décident même de faire demi-tour.
Pourtant, quelques heures plus tôt, le trafic a repris sur le pont. Mais une seule voie est désormais praticable pour l'ensemble des véhicules. On va observer le trafic. Si les gens vont à Kerch, à Anapa ou dans d'autres villes de la région de Krasnodar, on demandera à d'autres personnes de les déposer avec leur voiture. Pour les bus qui relient plusieurs régions, on les chargera sur un ferry pour traverser le détroit. 24 heures après l'immense explosion, la Russie cherche toujours les responsables. Les experts dépêchés sur place pour mener l'enquête évoquent un attentat organisé avec un camion piégé. Les enquêteurs ont identifié le véhicule et son propriétaire. Il s'agit d'un habitant de la région russe de Krasnodar. Une enquête a été ouverte sur son lieu de résidence. Pour l'heure, Moscou se garde d'accuser ouvertement l'Ukraine. Mais les partisans d'une ligne dure dans la guerre exhortent le Kremlin à répliquer. Il est temps de combattre. Nous irons jusqu'au bout. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il est temps de répondre. À Kiev, la nouvelle a ravi les habitants qui posent ici devant un tableau du pont en flammes. Sans reconnaître aucune implication, le président Volodymyr Zelensky, lui, a ironisé sur la situation. Aujourd'hui était une bonne journée, en grande partie ensoleillée sur notre territoire avec une température d'environ 20 degrés. Malheureusement, le temps était plus nuageux en Crimée. Selon les autorités pro-russes de la région occupée de Kherson au sud de l'Ukraine, les réparations sur le pont de Crimée pourraient prendre environ 2 mois. Et au Tchad, l'Assemblée constitutive de Denis ou dialogue national souverain et inclusif visant à permettre de réformer les institutions et de mettre en place une nouvelle constitution a entériné samedi le maintien du général Mahamat Idriss Déby à la tête du pays pour une période de transition de 2 ans au terme de laquelle il pourra se présenter à l'élection présidentielle. France 24. Le grand vainqueur de ce dialogue national souverain et inclusif, c'est bien lui, Mahamat Déby. L'Assemblée entérine son maintien à la tête du pays pour une période de transition de 2 ans, au terme de laquelle il pourra se présenter à l'élection présidentielle. Au moment où les travaux du dialogue national souverain et inclusif s'achèvent, je dois réitérer ici mon appel incessant à la paix pour faire en sorte qu'elle s'oppose toujours à la logique des armes et de la violence sans lendemain. Mahamat Déby a été proclamé par l'armée président de la République tchadienne le 20 avril 2021, le jour du décès de son père, Idriss Déby, resté 30 ans au pouvoir à la tête du Tchad et mort au front, en affrontant l'un des principaux groupes rebelles du pays. Les militaires tchadiens s'étaient alors engagés à assurer une période de transition de 18 mois maximum, au terme de laquelle se tiendrait une élection présidentielle, à laquelle Mahamat Déby avait promis de ne pas se présenter. Plusieurs groupes de l'opposition politique et de la société civile ont boycotté les travaux du dialogue national. Une alliance de groupes rebelles a fustigé un carnaval pour légitimer une succession dynastique. D'autres rappelle le chef de l'État tchadien à ses engagements. Mahamat Déby avait fait la promesse de ne pas se présenter à l'élection après la transition. Et c'est sur cette base qu'il avait été adoubé par la communauté internationale. Parmi les autres conclusions du dialogue national, la dissolution du Conseil militaire au pouvoir et son remplacement par un gouvernement de réconciliation, mais aussi la libération de certains rebelles. Et en France, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, et une importante délégation de 16 ministres se rendent à Algérie aujourd'hui et lundi pour une visite consensuelle axée sur l'économie et le rapprochement avec la société civile. Le déplacement doit permettre de sceller la réconciliation franco-algérienne amorcée avec la visite du président Macron fin août. France 24 nous en dit plus. Concrétiser la bonne dynamique des relations franco-algériennes. Voilà l'objectif de la visite de 2 jours d'Elisabeth Borne à Alger. Et la première ministre française ne s'y trompe pas. Pour son premier déplacement à l'étranger, elle emmène dans son sillage pas moins de 16 ministres, dont Bruno Le Maire à l'économie, Catherine Colonna aux affaires étrangères ou encore Pape Ndiaye à l'éducation.
La déclaration d'Alger, signée par Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmajid Tebboune fin août, prévoit de relancer les relations bilatérales selon 6 grands axes, dont la politique ou encore le partenariat économique. Plusieurs accords devraient ainsi être signés dans les champs de la formation, de la transition énergétique ou encore de la coopération économique. En revanche, la question de la livraison de gaz algérien ou encore celle des visas qui avaient envenimé les relations entre les deux pays il y a un an ne sont pas à l'ordre du jour, selon Matignon. Côté algérien, les autorités espèrent que ces accords permettront de relancer leur économie après des années de récession. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Sur ce, très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.